Dans la vidéo précédente, on a parlé du rapport Cass et de la mauvaise foi des transactivistes. Et quelques jours après, on a eu de nouvelles preuves de mauvaise foi de la part de comptes influents transactivistes. Bien évidemment, on ne pourra jamais être exhaustif sur ce genre de choses, mais étant donné que dans les exemples de mauvaise foi de la vidéo précédente, j'avais surtout mis des no-name, et donc du coup on peut faire la même réflexion que moi je fais au Fou Allié, puisque c'était une réponse à ces accusations de mauvaise foi, qui est on prend des individus qu'on associe à un mouvement, on fait du déshonneur par association, alors que ces gens-là ne représentent pas forcément le mouvement dans son entièreté, et donc on les utilise pour discréditer un mouvement. Donc bien évidemment, en voyant des comptes plus influents, plus suivis, avoir une rhétorique fallacieuse, ça nous donne quand même une idée de la bonne foi ou de la mauvaise foi, de l'idéologie suivie par ces personnes. Donc on va s'intéresser à un créateur de contenu qui est dessinateur de bande dessinée, et on va s'intéresser aux bandes dessinées durant lesquelles il attaque spécifiquement le Dr Cass. On va pas s'intéresser aux bandes dessinées dans lesquelles il donne son avis personnel sur la transidentité, sur la transition ou sur sa compréhension du consensus scientifique. Il y a certaines BD où il affirme notamment que les bloqueurs de puberté n'ont pas de conséquences sur la fertilité des enfants qui les prennent. Voilà, là il attaque personne en particulier, il attaque une idée. Donc c'est pas ce qu'on va regarder aujourd'hui. On va regarder aujourd'hui les planches dans laquelle il fait dire au Dr Cass, puisqu'il représente le Dr Cass et il met des mots dans la bouche de son personnage qui représente cette femme. Donc on va regarder les BD où il fait dire au Dr Cass, où il lui fait avoir des positions innommables. On va aller dans l'ordre chronologique des BD. Donc là, on a une planche, c'est toujours des planches de 4 cases, où on a une personne qui dit, dans le Cass Report, vous avez mis de côté 98% des études concernant les soins d'affirmation du genre, dans lequel leur bénéfice a été prouvé. Donc ça, on l'avait vu aussi dans la vidéo précédente. Cet argument qui revenait souvent sans source sur le fait que le Cass Report aurait mis de côté 98% des études sur les soins affirmant le genre. Je m'étais étonnée du fait qu'il n'y ait aucune source linkée à ces affirmations dans les différents tweets dans lesquels on avait pu les retrouver. Et on va voir un petit peu plus tard, on va s'intéresser à la réalité ou pas de cette affirmation, puisque ça y est, je suis tombée sur les raisons qui poussent les transactivistes à tenir de tels propos et la réalité du truc. Donc dans sa BD, il s'agit d'une personne, d'un intervieweur. Il lui dit, bah voilà, vous avez mis de côté 98% des études. Il fait dire au Dr Cass, elle n'était pas en double aveugle. L'intervieweur lui répond, mais on parle des effets des hormones sur le corps. Elle ne pouvait pas être en double aveugle. Les études que vous avez choisi de garder n'étaient pas non plus en double aveugle. Et il fait dire au Dr Cass, ouais, mais j'aimais bien leurs résultats. L'interlocuteur dit, est-ce que vous ne trouvez pas que vos conclusions à propos du fait de nier l'autonomie de leur corps aux personnes trans jusqu'à leurs 25 ans, pas un peu extrêmes? Il utilise en l'occurrence des termes choisis, fallacieux, qui vont avoir un impact sur la manière dont on perçoit la problématique, en parlant du fait de dénier l'autonomie sur leur corps aux personnes trans, concernant le fait de ne pas mutiler des gens sains, enfin des organes sains chez des gens. Et donc du coup, il fait répondre au Dr Cass, le cerveau n'est pas formé jusqu'à 25 ans. Et donc l'interlocuteur répond, le cerveau n'est jamais complètement développé, et pourtant on autorise les gens qui ont moins de 25 ans à faire du hockey, à avorter, à voter, et à se battre dans des guerres. Donc ça, c'est la fallacie du whataboutisme. Il va l'utiliser souvent dans ses différentes BD, sur ce sujet-là en particulier, qui est pas de répondre directement à l'argument auquel il souhaite répondre, c'est-à-dire est-ce qu'il est pertinent de ne pas laisser des gens mutiler leur corps de manière permanente, définitive, avant leurs 25 ans, mais qui est, de toute manière, on laisse faire aux gens, on laisse aux gens prendre des décisions qui peuvent être dangereuses pour leur intégrité physique, ou pas, hein, parce que là, il parle de faire du hockey, donc là, on s'imagine que peut-être il parle des accidents qui peuvent arriver lorsqu'on pratique ce sport. Il parle de se battre
dans des guerres qui aussi peut avoir un impact sur l'intégrité physique de la personne, mais il met aussi dans le même sac d'autres choix qui, cette fois-ci, vont ne pas avoir d'impact à long terme sur le corps de l'individu, ou alors justement qui vont empêcher des impacts à long terme sur le corps de l'individu, comme le fait de voter ou d'avorter. Donc il va faire du whataboutisme en mélangeant le fait de mutiler des organes sains, en mettant au même niveau que le fait de jouer à un sport, enfin de faire du sport, d'avorter, de voter et de se battre dans une guerre. Il va mettre tout ça au même niveau. Et donc il fait répondre au docteur Cass, et maintenant ils vont devoir faire tout ça en exprimant le genre qu'on va leur forcer à exprimer. Donc là, il prête des intentions au docteur Cass, il le fait passer pour une personne particulièrement vicieuse, qui aime la souffrance d'autrui et notamment la souffrance des personnes trans, et dont le but c'est de forcer les gens à être mal à l'aise dans une expression de genre qui n'est pas celle que ces personnes revendiquent. C'est particulièrement fallacieux parce que on ne peut pas bien sûr impacter sur l'expression de genre des personnes, et c'est pas ce que le docteur Cass essaye de faire. Si une personne, peu importe son sexe, décide de correspondre à certains stéréotypes qui sont liés au sexe opposé, l'étude ne s'intéresse absolument pas à ces cas-là et ne revendique certainement pas d'empêcher les gens de le faire. Et de manière générale, les RADFEM, les critiques du genre, n'essayent pas non plus d'empêcher quiconque de correspondre aux stéréotypes de genre assignés à l'autre sexe, ce qui va du coup permettre d'exprimer le genre souhaité, entre guillemets, et donc en l'occurrence d'avoir des goûts, un comportement ou un style vestimentaire souhaité par la personne. On va passer à la deuxième BD. Donc là, c'est tout simplement une image qui représente le docteur Cass. Et on a les choses les plus folles qui sont sorties du rapport Cass sur la santé des trans. Il considère que 98% des études qui ont été produites dans les dernières décennies ne sont pas valides parce qu'elles n'étaient pas en double aveugle, donc ça c'est un mensonge, on le verra plus tard. Ce qui veut dire que l'auteur du rapport voulait un groupe test d'enfants trans qui seraient forcés à ne pas transitionner, à côté de ceux qui transitionneraient pour ces études. Donc là, encore une fois, c'est du procès d'intention. Il part du principe faux, mais on va aller dans sa logique un moment. Il considère que les études qui ont été mises de côté, déjà, sont au nombre de 98%, premièrement, bon. Deuxièmement, qu'elles ont été mises de côté parce qu'elles ne seraient pas en double aveugle. Et de ce qu'il considère comme un fait, il en tire la conclusion, que le docteur Cass voulait un groupe test d'enfants trans qui seraient forcés à ne pas transitionner. Donc déjà, cette conclusion qui se base sur des prémices fausses, c'est du procès d'intention. Le docteur Cass n'a jamais dit vouloir des études en double aveugle, ce qui serait impossible et ce qui serait pas du tout pertinent, pas du tout cohérent dans ce contexte-là. Où on ferait semblant de donner des hormones à des enfants et puis on en donnerait à d'autres et puis on verrait quoi en fait, parce que ça permettrait, ce genre d'études en double aveugle, ça permettrait de voir les effets de l'hormone sur le corps des enfants. Et ça, c'est pas ça qui était intéressant dans cette étude-là. On voulait avoir des informations factuelles sur les enfants qui n'ont pas besoin de transitionner, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais qui ne ressentent plus de dysphorie de genre et pour lesquels la transition n'est pas la solution à leur situation, parmi les enfants qui expriment de l'inconfort de genre dans leur jeune âge. Et donc bien sûr, le protocole qu'on prétend être celui souhaité par le docteur Cass ne répond pas à cette question, à cette problématique. Donc déjà, ça n'a aucune logique que de lui attribuer ces intentions-là. Ensuite, on a l'utilisation du terme « forcer des enfants à ne pas transitionner », comme si ce qu'on imposait aux enfants, c'était le fait
de ne pas leur faire suivre un protocole prétendument de soins, mais justement la critique c'est sur le fait que, sur la réalité du soin qu'apporte ce protocole à ces enfants. Et donc là, on va transformer le langage, encore une fois, pour twister la manière de la compréhension des gens et leur vision de la problématique. On va faire croire que ce qui est de l'ordre de la coercition, c'est le fait de ne pas faire subir à des enfants la prise de bloqueurs de puberté, de cross-sex hormones, et ensuite d'opérations de chirurgie dites de réassignation et dites de féminisation ou de masculinisation par la suite. Donc ensuite on continue toujours dans cette même BD. Le point 2, c'est pourtant la recherche qui allait dans le sens de ces conclusions anti-soins ont été acceptées malgré le fait qu'elles n'étaient pas en double aveugle et qu'elles avaient des problèmes méthodologiques évidentes. Donc là, il explique que le docteur Cass a appuyé ses conclusions sur des études qui n'étaient pas en double aveugle. Sauf qu'on se base ici sur le mensonge initial qui était que le docteur Cass souhaitait uniquement des études en double aveugle, et après on lui dit « et pourtant celles qui ont été prises en compte n'étaient pas en double aveugle ». Eh bien, peut-être justement parce que le docteur Cass n'a jamais demandé, n'a jamais exigé que les études prises en compte soient celles en double aveugle. Et au lieu de se rendre compte là qu'il y a un énorme problème de logique, aussi bien comme on l'a vu juste avant que dans ce point-là, qui prouve que ça ne peut pas être les intentions du docteur Cass, eh bien on va quand même lui assigner ces attentions-là, mais en plaçant un syllogisme supplémentaire pour faire croire à la mauvaise foi du docteur. Donc là, il reparle du fait que les personnes trans qui ont moins de 25 ans, on ne devrait pas leur faire confiance sur les décisions qu'elles prennent à propos de leur propre corps. Donc là encore, on twiste le langage pour faire croire qu'il s'agit de décisions qu'on prend sur son propre corps alors qu'il s'agit d'opérations sur des tissus sains qui vont avoir pour conséquence irréversibles, des conséquences qui effectivement sont difficiles à prendre en compte pour une personne jeune, notamment la stérilisation de ces individus, leur perte de possibilité parfois d'atteindre des orgasmes ou d'avoir une vie sexuelle épanouie, et des impacts aussi sur leur densité osseuse, sur tout un tas de composantes de leur santé à long terme, où effectivement c'est une décision qui est une décision très lourde. C'est pas seulement une autonomie de son corps comme celle dont on parle dans le cas par exemple d'un avortement, où il essaye de faire parallèle parfois entre l'avortement, puisque ça va revenir aussi dans une autre de ses BD, et le fait de modifier et de mutiler des parties de son corps. Ensuite, on a le quatrième point qui est la conversion de thérapie devrait être considérée en première intention avant d'autoriser quelqu'un à transitionner. Là encore une fois, toujours, le langage qui est twisté, la conversion de thérapie pour parler du fait de faire suivre les gens par des psys avant qu'ils prennent ces décisions extrêmement lourdes, extrêmement impactantes sur leur vie. Donc ça, ils essayent de faire passer le fait de suivre des patients pour régler leurs problèmes de santé mentale, afin d'être sûr que ce ne soient pas ces problèmes de santé mentale qui impactent sur leur dysphorie de genre, ils essayent de faire passer ça pour de la conversion de thérapie. Le rapport parle de transition sociale. Non, le rapport dit que les transitions sociales ne devraient pas être autorisées sans une implication clinique. Donc vous devriez voir un docteur pour décider quels vêtements vous devez porter. Bon, alors ça, tout simplement, ça n'existe pas. C'est comme je le disais un petit peu plus haut, non, personne va décider à la place d'un individu la manière dont il va se comporter, ce qu'il va mettre, la manière dont il se perçoit. C'est impossible de dire. D'ailleurs, j'ai un tweet de J.K. Rowling, je sais pas si je l'ai gardé sous la main, où elle explique à un détracteur qu'elle ne va pas l'empêcher de se voir comme une femme. Je crois que la personne lui dit vous ne m'empêcherez pas de me voir comme une femme, non. Et elle lui répond ouais, on est d'accord, je vais jamais t'empêcher de te voir comme une femme, c'est pas mon intention, personne ne peut le faire, ce qui est dans ta tête te concerne, par contre toi tu ne me forceras pas
à te voir comme une femme et à m'adresser à toi comme à une femme. Donc là, sur la question de la transition sociale, le rapport dit peut-être d'autres choses, mais certainement pas qu'on doit voir un docteur avant de porter une jupe. Encore une fois, je me répète, mais les féministes radicales, les critiques du genre, ne disent pas que n'essayent pas d'interdire, et ce serait impossible, à un homme de se mettre une jupe et un crop top. C'est pas du tout l'idée. C'est même pas, c'est pas le sujet du tout. Le 6e point, chaque témoignage de jeune trans devrait être mis de côté parce qu'il est biaisé. Là pareil, homme de paille. Dans la vidéo précédente, on a vu que des personnes transactivistes utilisaient le témoignage de jeunes trans pour appuyer l'importance de la transition chez les enfants, notamment le chantage au suicide, en disant « si on ne fait pas transitionner leurs enfants, ils vont se suicider ». Effectivement, un témoignage d'un enfant qui prétend que si on ne le fait pas transitionner, il se suicidera, ce témoignage est biaisé. Par contre, le fait de prétendre que tous les témoignages de jeunes trans devraient être mis de côté parce qu'ils sont biaisés, ça permet de voir la personne qui exprimerait cette position, à qui on calerait cette position, comme une personne perverse et sadique. C'est ce qui est le principe de l'homme de paille en fait. Les personnes neurodivergentes ne devraient pas être autorisées à transitionner. Donc là, on a le même homme de paille que juste avant, sauf que celui-ci, on a vu clairement d'où il venait dans la vidéo précédente. Ce que dit le rapport CAS, c'est que dans un certain nombre de transitions assez importantes, il y a des problématiques non résolues, notamment d'autisme et d'autres problématiques de santé mentale qui peuvent impacter sur la dysphorie de genre. Et que, en tout cas, si on prend le soin d'abord de soigner ces personnes-là, de les traiter sur ces situations de santé mentale préexistantes, on y voit plus clair ensuite sur leur dysphorie de genre. Et les préférences en termes de jouets dans l'enfance sont biologiques et causées par les hormones. Là, on ne sait pas de quoi il parle. Mais encore une fois, c'est un homme de paille puisque ce n'est absolument pas ce que disent ni les féministes radicales, ni le rapport CAS. On va passer à la BD suivante. Donc le même créateur de contenu utilise de nouveau l'image du docteur Cass. Il n'y a aucune ambiguïté dans cette BD-là, puisqu'on a une flèche qui vise le personnage et qui nous dit « Hilary Cass, docteur réel, pas de lien avec l'extrême droite religieuse américaine ». Donc bien sûr c'est ironique. On nous fait un déshonneur par association de propos diffamants, voilà, où on nous dit que Hilary Cass serait en lien avec l'extrême droite religieuse américaine. Et on fait dire au docteur Cass, allons découvrir si la thérapie hormonale a vraiment un impact sur la dysphorie de genre, avec un très éthique, encore entre parenthèses, donc qui souligne aussi l'ironie, puisque là c'est ironique également, donc voilà, on sait que ce qui est entre parenthèses c'est de l'ironie. Donc avec, de manière très éthique, une étude en double aveugle, le seul type d'étude qui est légitime. Encore une fois, homme de paille, bon on l'a vu. Donc là on voit le docteur Cass face à un groupe de petites filles. Cette fille trans qui n'est pas out, qui n'est pas sortie du placard à l'école, a des billes de sucre à la place des bloqueurs d'hormones. Ses camarades de classe vont avoir une petite surprise une fois que ces hormones biologiques vont faire leur effet. Bon, de toute manière, là, avoir au sein d'un groupe de petites filles un petit garçon qui va être présent sans qu'elle le sache, parce que là elle dit voilà, les enfants ne sont pas au courant. Donc, ce qui est sous-entendu, c'est que contrairement à cette étude qui est décrite, qui n'est pas ce que veut le docteur Cass, donc qui est un homme de paille total, et qui est considéré comme n'étant pas éthique, ce serait par contre éthique de mettre un enfant sous hormones et de ne pas informer que ses camarades de classe ne sachent pas qu'elles sont en train de se déshabiller devant un garçon au moment de la puberté. Donc dans la 3e case, on a ce garçon trans qui est beaucoup harcelé pour son apparence, était excité de commencer la testostérone pour qu'il puisse mieux se concentrer à l'école, mais à la place on lui injecte une solution saline. Ça sera tellement des bonnes données une fois qu'il aura quitté l'école, qu'il aura arrêté l'école.
parce qu'il est trop harcelé. Donc là, encore une fois, on nous fait des espèces de menaces, des espèces de chantage qui ne se basent pas sur une réalité, mais sur une projection qu'on a de la réalité, où on nous explique que si on ne donne pas d'hormones à une jeune fille qui se sent mal dans sa peau, qui a un impact, on l'a dit, sur la densité osseuse notamment, les filles qui détransitionnent et qui étaient sous testostérone n'arrivent pas à revenir à la, entre guillemets, à la normale, n'arrivent pas à revenir à l'état de leur corps si elles n'avaient pas pris de testostérone. Les conséquences de la testostérone sur le corps des femmes après un certain temps sont irréversibles. Et donc là on nous explique que si on ne donne pas à cette jeune fille de la testostérone, alors elle va quitter l'école, elle va arrêter l'école parce qu'elle est trop harcelée. Et donc la solution, c'est pas de s'attaquer au harcèlement des filles et des garçons qui ne correspondent pas aux stéréotypes de genre, c'est de renforcer ces stéréotypes de genre en essayant d'imiter une biologie qui n'est pas la leur sur des enfants, et qui est la biologie que nous, on considère être liée aux stéréotypes de genre exprimés par ces enfants. Et enfin, la dernière case, voyons voir combien de temps cette fille trans désespérée va rester vivante en prenant de fausses pilules, tout en pensant que sa vie est perdue et que son corps a une malédiction, parce qu'elle ne voit aucun changement en plusieurs années de traitement. Et bien évidemment, sur l'ensemble des cases de cette BD, le créateur de contenu en question prête une joie sadique au Dr Cass. Donc non seulement aucun des cas qui est présenté dans cette BD n'est souhaité par le Dr Cass, mais en plus on nous fait cette espèce de petit chantage sur le fait que si nous ne donnions pas les traitements que souhaitent ces patients à ces patients-là, nous serions responsables de leur harcèlement, de leur échec scolaire et de leur mort. Encore une BD du même créateur. Sur les BD que j'ai sélectionnées, on va en voir 6, on voit qu'il s'est vraiment acharné contre ce docteur. Donc on a un présentateur télé qui dit bonjour Madame Cass, bienvenue dans notre émission. Elle dit c'est un plaisir d'être là, hashtag laissez les femmes parler. Le présentateur lui dit vous avez passé 4 ans de recherche sur le soin des trans en Angleterre, et malgré vos positions anti-trans, vous n'avez pas pu trouver une seule preuve que les enfants sont en train de transitionner au niveau qui est affirmé par les gens qui vous soutiennent. Donc là, encore une fois, là on parle d'une scientifique qui fait une étude. Pourquoi est-ce qu'on vient, à tort ou à raison, la lier à un groupe politique. Bon. Et on va utiliser ça pour expliquer qu'elle est biaisée. Et donc on lui dit, les personnes qui sont de votre côté prétendent que les enfants détransitionnent énormément. Je ne pense pas que ce soit le cas, je n'entends pas, j'entends parler bien sûr des transitionneurs de la part des féministes radicales. On met en évidence le fait que ces personnes existent et on met en évidence la violence suite à une détransition subie par ces personnes de la part de la communauté auquel elles pensaient appartenir. Par contre, on dit pas qu'ils sont pléthores. On dit plutôt l'inverse. Et justement, c'est ce que cette BD essaye de faire croire qu'il y a un problème de logique. Et je vais vous l'expliquer. Donc là, on a le Dr Cass qui répond c'est vrai Paul, on a seulement 10 personnes sur 3500 qui détransitionnent. Et donc le présentateur répond mais vous avez ensuite utilisé ces nombres comme raison d'interdire les bloqueurs de puberté parce que ces hormones sont utilisées pour donner plus de temps aux enfants trans pour reconsidérer le fait d'être trans. Et maintenant, ils n'auront pas ce temps-là. Donc maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'enfants qui détransitionnent. Est-ce qu'il serait correct de dire que votre problème réel avec la santé des trans, c'est que vos patients sont trop heureux avec leur traitement et que la seule manière de les arrêter est à travers de la manipulation de données et de la panique morale. Il fait dire au docteur Cass oui, c'est tout à fait correct, Paul. Et donc là, sur ces 2 dernières cases, qu'est-ce qu'on a ? Le créateur de cette BD fait toujours de l'homme de paille et il nous explique qu'il serait illogique d'interdire les bloqueurs de puberté parce que ces bloqueurs de puberté donnent plus de temps à l'enfant
pour pouvoir considérer ne pas être trans ou être trans, pour se décider sur le sexe qu'il veut imiter en se basant sur un genre social auquel il croit appartenir. Ce qui est mis en évidence dans le rapport CAS, c'est le fait qu'on n'a pas suffisamment de données sur les impacts à long terme des hormones de puberté, des bloqueurs de puberté, sur la santé des enfants qui les prennent, des enfants qui ne sont pas la cible initiale de ces traitements. Au départ, ce traitement, c'est pour les enfants qui ont une puberté précoce, et ça sert juste à retarder leur puberté pour leur éviter des problématiques liées à une puberté précoce. Donc pour arrêter leur puberté pendant 1 ou 2 ans, et que la puberté puisse reprendre à un âge qui est plus en corrélation avec l'âge auquel un humain devrait avoir sa puberté. Et là, on détourne leur usage en les donnant pendant des temps beaucoup plus longs à des humains qui n'ont pas de problème de puberté, et donc ça va avoir des conséquences potentiellement à long terme sur le développement de ces personnes-là, et notamment au niveau de leur taille, de leur capacité musculaire, etc. Le problème des bloqueurs de puberté, là, dans le sujet qui nous intéresse dans cette BD, c'est-à-dire dans le choix concernant le genre de l'enfant, entre guillemets, c'est qu'on enferme l'enfant. Vous savez, on a un biais cognitif, on a le biais du pied dans la porte, et on a celui des... comment ça s'appelle ? A few moments later. Bon, j'ai passé un moment à chercher, j'ai pas réussi à retrouver le nom de ce biais, mais je vais le décrire. C'est lorsque vous utilisez trop d'énergie dans une décision, il est plus difficile de revenir sur cette décision parce que vous avez trop dépensé pour aller dans ce sens-là. Et donc vous avez l'impression que vous allez perdre ce que vous avez investi si vous partez, et alors que ce n'est pas, c'est pas rationnel. Par exemple, vous allez à une séance de cinéma, vous payez 15 balles dans un ticket de cinéma et dans la place du cinéma, et vous payez 7 balles dans un pot de popcorn. Vous vous asseyez, vous restez un quart d'heure, le film est nul. Et en fait, soit vous vous levez, vous partez, et vous ne, entre guillemets, gaspillez pas l'heure et demie qui vous reste, et vous prenez une décision autre, et vous allez utiliser votre après-midi autrement. Soit vous êtes pris dans ce biais-là, et vous vous dites que si vous vous levez et que vous partez, vous perdez 22 € que vous avez déjà dépensés, ce qui est irrationnel parce que vous avez déjà investi, déjà perdu. Et donc vous décidez de rester regarder le film nul pendant l'heure et demie qui reste, et vous perdez en plus cette heure et demie là. Donc voilà, c'est ce biais-là. Et donc ce biais-là, on le retrouve ici, c'est-à-dire que si un enfant est pris dans une croyance où il pense que son corps n'est pas le bon corps, soit qu'il a une âme de femme, soit qu'il a un cerveau de femme piégé dans un corps de petit garçon, ou l'inverse, et qu'on va dans le sens de sa croyance, en le faisant avoir une transition sociale, et par là on ne parle pas de vêtements ou de comportements que l'enfant est libre d'adopter comme il le souhaite, on parle de forcer les gens autour de lui à changer de langage pour parler de lui, aussi bien pour son prénom, pour ses pronoms. On va pousser les gens à le considérer du sexe qui n'est pas le sien. On va lui donner des bloqueurs de puberté. Eh bien, l'enfant va s'enfoncer dans ce biais cognitif-là, de pied dans la porte et d'investissement là dont j'ai pas retrouvé le terme, et il sera très compliqué pour lui de revenir en arrière, de faire un second coming out et de dire en fait non, je me suis trompée, en fait voilà, je suis un petit garçon, je suis une petite fille, je veux revenir en arrière. C'est compliqué parce qu'il s'est déjà investi dans une direction précise. Donc on essaye de nous faire passer ici comme un syllogisme le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de transitionneurs, et que pourtant on souhaite retirer les bloqueurs de puberté qui, soi-disant, donneraient du temps à l'enfant pour savoir où il en est dans sa vie. Et on essaye de faire croire que c'est pas logique de considérer qu'il n'y a pas assez de détransitionneurs, entre guillemets. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de détransitionneurs,
c'est ça, ça peut être une preuve de ce biais cognitif-là, du fait que les gens soient emprisonnés dans cette croyance, que si ce n'était pas le cas, un certain nombre d'entre eux détransitionneraient, de la même manière que, en fait, si on ne traite pas les enfants qui ont de la dysphorie de genre avec les traitements des protocoles actuellement en place, eh bien un certain nombre n'ont plus de dysphorie de genre passé l'adolescence. Si on ne retrouve pas ces chiffres-là chez des transitionneurs, alors qu'on traite de manière plus ou moins systématique les enfants qui expriment une dysphorie de genre, ça prouve bien qu'il y a un autre mécanisme qui se met en place qui enferme les gens dans leur transition. Autre BD du même créateur, le report CAS recommande d'empêcher les soins trans pour les personnes qui ont moins de 25 ans, parce qu'on ne peut pas prendre une décision aussi importante jusqu'à ce que notre cerveau soit complètement formé. Est-ce que tu peux vérifier quel est l'âge minimum pour rejoindre l'armée? L'autre protagoniste répond 17 ou 18, dans la plupart des pays, 16 ans en Angleterre. Pourquoi? Il n'y a personne qui dit oui, pour rien. Donc là, le sous-entendu, c'est voilà, on va empêcher les jeunes gens de prendre un traitement qui va avoir un impact irréversible sur leur corps, on va les empêcher de se mutiler, alors que pourtant, on leur permet de partir à l'armée. C'est fallacieux pour plusieurs raisons. Donc c'est encore du whataboutisme. Hein. Ce n'est pas le docteur Cass qui a décidé qu'en Angleterre, à 17 ans, les enfants pouvaient joindre l'armée. Je suis vraiment pas sûre qu'elle soit en accord avec cet état de fait, et que si elle s'exprimait sur le sujet, elle ne serait pas contre le fait que des enfants puissent aller mettre leur vie en péril. Et même si elle était favorable à ce fait, le fait que des enfants puissent s'engager dans l'armée à 16, 17 ou 18 ans ne devrait pas avoir d'impact sur la décision de mutiler ou pas des jeunes de 16, 17, 18 ans sur le prétexte qu'ils ont de la dysphorie de genre. Une autre BD, les efforts pour bannir les soins médicaux des personnes trans dans le monde, tels que le Cass Report ou le US Builds, a permis la mutilation des intersexes. Dans leur tentative de restreindre l'autonomie de corps des personnes trans, donc encore une fois, procès d'intention, on essaye de faire croire que l'enjeu c'est d'empêcher les trans de disposer librement de leur corps. Ils normalisent les traitements non consensuels et les chirurgies sur les jeunes et les enfants intersexes. Alors, en quoi le fait d'être défavorable aux mutilations des jeunes en dysphorie de genre signifierait être favorable ou aller dans le sens de la mutilation des jeunes et des enfants intersexes? Les personnes intersexes sont totalement invisibilisés dans ce processus, ils ne sont pas consultés, ils ne sont pas mentionnés, et ils sont pathologisés et réduits à une liste de conditions intersexes. Quand on parle de transition de genre, pourquoi est-ce qu'on devrait prendre en compte particulièrement les personnes intersexes? On n'a pas le lien entre les deux. Sans surprise, ce contre quoi ils sont en train de protéger les jeunes trans, c'est la même chose que ce qu'ils encouragent à faire de manière coercitive sur les personnes intersexes. On a encore du procès d'intention où on accuse le docteur Cass de vouloir mutiler des enfants intersexes, on ne sait pas d'où ça sort. Et c'est bien évidemment pas le souhait des personnes qui justement sont contre des mutilations sur des enfants. On a là une BD sur J.K. Rowling cette fois-ci, qui a été faite mais dans le même vent que les autres BD. Les nazis ont pris le pouvoir en 1933. La première chose qu'ils ont fait a été de brûler l'Institut pour la science sexuelle, les recherches, un centre pour les personnes trans, intersexes et queer. Il y a plus d'1 million d'hommes homosexuels, ce qui désignait des hommes gays et des hommes transidentifiés
de la même manière, qui ont été persécutés, castrés, tués ou mis en camp de concentration. Ils n'ont pas été libérés à la fin de la guerre, ils ont tout simplement été mis en prison, et contrairement aux autres victimes de l'Holocauste, ils n'ont jamais été compensés. Le fait de nier ces faits, c'est de la négation de l'Holocauste. C'est être négationniste. Donc là, on essaye de mettre en parallèle ce qu'ont fait les nazis avec la recherche du docteur Cass. Bon, on est dans du point Godwin, hein, ni plus ni moins, et avec une petite diffamation auprès de J.K. Rowling où on explique que J.K. Rowling serait négationniste. En réalité, il y a parmi les transactivistes, il y a une habitude de revoir l'histoire pour mettre en évidence les hommes transidentifiés à des moments où leur participation n'était pas celle qu'on essayait de leur faire avoir. On a le cas notamment avec Stonewall et Marsha, où on essaye de refaire l'histoire en nous expliquant que un homme transidentifié était la première personne à jeter un pavé lors des émeutes de Stonewall. Et pour l'Holocauste, on a... alors là, je vais juste m'intéresser à la rhétorique parce que pour les faits, je n'ai pas sous la main les sources là, mais on m'avait fourni des liens concernant la question de l'Holocauste où les chiffres donnés et les raisons données ne donnaient pas raison aux thèses transactivistes. Donc les thèses transactivistes qui sont que les personnes trans ont été particulièrement visées lors de l'Holocauste, et semblerait-il que non, les hommes homosexuels ont été particulièrement visés lors de l'Holocauste. Les personnes trans n'ont pas été visées parce que trans. Elles ont été visées, comme le dit la deuxième case, parce qu'elles ont été considérées comme des hommes homosexuels, mais voilà, je n'ai pas de preuves, là je suspends mon jugement sur cette question-là, je n'ai pas de preuves sur le fait que des individus ont été particulièrement visés parce que trans dans le cadre de l'Holocauste. Et donc le fait de suspendre son jugement, c'est être un négationniste. Comme en fait, comme tout ce qui va toucher à la question de la transidentité, ou si on se pose des questions, ou si on est incertain, incertaine par rapport à ce qui nous est présenté comme des faits, alors on est transphobe directement. Donc là, on a une personne qui va représenter les décisions du docteur Cass, hein, puisque c'est les mêmes propos qui sont mis dans la bouche de ce protagoniste que les propos qui ont été mis dans la bouche du personnage du docteur Cass dans les BD précédentes. Les enfants ne devraient pas faire de décisions permanentes à propos de leur corps. On doit interdire les bloqueurs de puberté. On a le personnage qui représente le créateur qui dit les bloqueurs de puberté sont designés, sont conçus pour ne pas être permanents. Ils sont utilisés comme un compromis parce que les personnes ne veulent pas que les adolescents trans prennent des hormones à la même période que les personnes qui ne sont pas trans ont leurs hormones. Donc en fait là on essaye de mettre sur la même égalité, dans la même logique. Un processus naturel de création d'hormones par le corps d'un individu et le fait qu'on donne à un individu sain les hormones de l'autre sexe, et on essaye de nous faire croire qu'il y a une espèce d'inégalité où les personnes qui ne sont pas trans obtiennent des hormones contrairement aux adolescents du même âge qui sont trans, donc où il serait ce serait discriminant pour les personnes trans qu'on ne leur fournisse pas d'hormones de synthèse de l'autre sexe alors que les personnes non trans produisent naturellement des hormones au même âge. Et donc dans cette logique, on nous fait passer les bloqueurs de puberté pour déjà un compromis. Donc dans la bulle 3, on nous dit que le bannissement des bloqueurs de puberté forcera les enfants trans à avoir une puberté
dont on sait qu'elle l'a fait souffrir et voir leur corps changer d'une manière dont on sait que c'est douloureux pour elles et eux, c'est vraiment cruel. La seule chose qui est permanente, c'est de forcer les adolescents trans à avoir une puberté qu'ils ne veulent pas et qu'ils pourraient regretter pour le reste de leur vie. Donc là, on essaye de nous dire que c'est cruel de ne pas donner un traitement qui empêche un processus naturel et souhaitable pour une personne qui n'a pas de conditions qui nécessiterait de prendre ce traitement, et donc qui s'appelle la puberté. Donc avec cet argument, on nous menace toujours de possibles répercussions sur la santé mentale de l'adolescent, duquel on ne peut pas savoir, on ne peut pas connaître la véracité. Mais le deuxième problème de cet argument, c'est aussi que l'adolescence, c'est une période douloureuse pour n'importe quel adolescent. L'enfant est en train de passer par des changements qu'il ne comprend pas, qu'il ne maîtrise pas, qui vont lui apporter potentiellement des complexes. Donc la puberté est douloureuse pour un grand nombre d'individus, pas uniquement pour les personnes trans. C'est pas un argument valable pour bloquer cette puberté. On nous explique que les enfants en dysphorie de genre, puisque bien sûr quand je dis enfants trans, c'est un abus de langage de ma part, je parle d'enfants en dysphorie de genre ou qui ressentent de l'inconfort sur la question de la congruité entre le genre auquel ils pensent appartenir et leur sexe. Mais ces enfants-là, ils ne sont pas en capacité d'imaginer ce que c'est qu'une puberté. Ils n'en ont jamais vécu. Ils savent pas en fait les conséquences de cette prise de médication sur leur corps. Ils savent pas les conséquences de la puberté sur leur corps. Donc on nous demande, parce que possiblement dans le futur il vivra mal cette puberté, de bloquer cette puberté pour laquelle l'enfant ne peut pas consentir au fait qu'on la bloque ou qu'on lui donne des hormones de l'autre sexe. Il n'a aucune idée de ce que ça signifie. Donc maintenant on change de BD, on a un nouvel homme de paille. Cette fois-ci le protagoniste n'est plus directement le Dr Cass, mais un représentant des féministes radicales. On le voit par rapport au t-shirt sur lequel il y a la définition de ce que c'est qu'être une femme et le foulard aux couleurs des féministes radicales. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que dans les commentaires, une personne regrette que les féministes radicales aient récupéré, selon ses propos, les couleurs genderqueer, alors qu'il s'agit des couleurs des suffragettes. Donc suffragettes 1900, genderqueer 2000-2010, voilà. Donc il fait dire à la féministe radicale, vous êtes démasqués, le rapport Cass signe la fin des trans, on est en train de bannir tous les traitements pour les jeunes trans, maintenant excusez-vous. Le créateur répond, après 4 ans de recherche, le rapport Cass a trouvé que seulement 10 jeunes sur 3500 ont arrêté les traitements liés à leur transition. Le rapport recommande aussi de dépenser des millions dans la création de cliniques régionales pour mieux servir la population trans. Et il fait dire à la féministe radicale, non, mais ne le lis pas. Donc là, bien évidemment, on est encore dans de l'homme de paille, dans du trans de paille. On est pour le fait que les personnes en dysphorie de genre, que les personnes de manière générale soient soignées au mieux. Pour les soigner au mieux, on se base sur des preuves scientifiques. Et donc on est bien évidemment pour que les personnes trans obtiennent des traitements adaptés au mieux à leurs conditions. Et c'est le but même du rapport que d'interroger, parce qu'eux ils sont tellement dans l'idée qu'on est de parti pris, qu'on est biaisé et qu'on essaye de leur nuire, qu'encore une fois, voilà, ils nous calent cet homme de paille dessus, et puis après ils essayent de faire croire qu'il y a une incongruité avec le fait de
de demander à ce que plus de cliniques soient construites pour que les personnes trans puissent y avoir accès, ou les personnes en dysphorie de genre. En réalité, le Dr Cass a pour but d'effectuer des recommandations pour aller dans le sens de mieux soigner les gens, de mieux traiter les gens. Et donc, c'est une bonne chose qu'on dépense de l'argent pour créer des cliniques régionales qui vont proposer des protocoles ou des traitements adaptés à la population qui s'y rend, au lieu de protocoles, on l'a vu dans la dernière vidéo, basés sur du vent, et de traitements qui ne sont pas adaptés aux besoins des jeunes en dysphorie de genre, en leur donnant des traitements, soit dont on ne connaît pas suffisamment les effets, ou soit dont on n'est pas persuadé qu'ils soient pertinents pour cette population-là, puisque dans certains cas, les jeunes vont ne plus souffrir de dysphorie en absence de ces traitements. Donc, c'est une mauvaise idée de traiter avec des produits, encore une fois, qui ont des effets permanents sur le corps, des personnes qui pourraient être traitées autrement. Donc ensuite, le créateur de contenu continue. Lorsqu'on lui a demandé des comptes à propos d'une réunion avec un collaborateur de DeSantis, qui est impliqué dans le bannissement des soins trans en Floride, le Dr Cass a affirmé qu'ils ne se sont rencontrés qu'une seule fois et qu'elle n'avait aucune idée de qui il était. Néanmoins, des preuves ont été trouvées que un conseiller de l'équipe du Dr Cass a eu des meetings réguliers, des rendez-vous réguliers avec cette personne pendant plusieurs mois. Donc là encore, déshonneur par association. On part du principe que si une personne qui travaille pour le Dr Cass a eu des meetings avec ce type-là, alors ça veut dire qu'elle a menti et qu'il y a un conflit d'intérêts quelconque. Dans une interview récente, le Dr Cass a contredit plusieurs parties de son propre rapport. Elle a dit que les bloqueurs de puberté sont prescrits trop tard et que la thérapie hormonale devrait être disponible sur des cas, des besoins individuels. Soit elle n'a pas lu son propre rapport, soit elle a déjà changé d'avis. Donc elle fait dire à la féministe radicale « Non, non, mais arrête !» Bon, bah là, on a le même mécanisme. Le Dr Cass vise à faire des recommandations qui vont dans le sens de la santé des personnes qui doivent être traitées. Donc c'est pas illogique qu'elles ne disent pas que l'hormonothérapie est mal dans tous les cas, mais qu'elles disent que ça peut s'adapter à certains cas, justement toujours avec l'idée de baser sur des preuves scientifiques la décision de donner dans certains cas et pas dans d'autres un traitement hormonal. Pour le fait que les bloqueurs de puberté seraient prescrits trop tard, là j'ai pas l'interview dont parle le créateur de contenu, donc je suspends mon jugement. Vu ce qu'on s'est dit sur les autres BD, j'ai quand même un petit doute sur le fait que ça ne soit pas tronqué, modifié, et que ça soit pas différent de ce qu'a réellement dit le Dr Cass. Mais là, je n'ai pas d'éléments sous la main. Nouvelle BD, on a le Dr Cass qui est représenté, qui dit on m'a conseillé de ne pas utiliser les transports publics pour ma propre sécurité après avoir publié le rapport Cass. Et on a le personnage qui représente le créateur de contenu qui dit est-ce que tu veux savoir toutes les choses que les personnes trans ne peuvent plus faire depuis que tu as publié ce rapport ? On le voit dans la 3e case, dans un cimetière, à côté d'une femme qui pleure, et il dit « Est-ce que tu veux savoir toutes les vies et tous les rêves qui ont été brisés ?» Donc là, on nous sous-entend que des personnes seraient mortes
ou se seraient suicidées, enfin, bien sûr, si elles sont suicidées, elles sont mortes, mais voilà, on nous indique la mort de personnes trans et potentiellement par le suicide. Et la dernière case, il dit est-ce que tu veux savoir toute la violence que tu as légitimée et unleashed et que tu as ouverte, quoi. Enfin, laissé sortir, laissé. Voilà. Mais ouais, bien sûr, je suis tellement triste que ton trajet du matin ait été perturbé, Hilary. Donc on remarque que le créateur de contenu appelle cette femme par son prénom Sol, d'une manière qui se veut sarcastique. C'est pas une femme qu'il connaît. Et là, il est dans un contexte d'ironie et de sarcasme. Cette critique pourrait m'être faite. Hein. J'appelle Stéphane Stéphane. Alors, il y a aussi le fait qu'on ne peut pas prononcer son nom, hein, puisque ce serait du doxing, il le considère comme tel. Donc bien évidemment, je ne vais pas prononcer ni son nom de famille, ni son pseudo qu'il utilisait auparavant lié à son prénom. Parce que dans ce cas-là, ce serait du doxing. Et je le fais également, ça m'arrive d'appeler Marguerite Stern dans les vidéos que j'ai pu faire Marguerite ou d'appeler Dora Muto Dora. Néanmoins, je ne suis pas un homme en train de m'adresser à une femme victime de violences sur la question des violences qu'elle subit. Donc là, on a un contexte légèrement différent. De toute manière, encore une fois, sur le whataboutisme, ce serait pas parce que, par exemple, moi, je ferais ça, j'appellerais des créateurs de contenu par leur prénom, que ça impacterait ce qu'on peut en dire là sur ce créateur-là. Donc il appelle déjà le docteur Cass par son prénom et il prête au rapport Cass des conséquences sur la vie des personnes trans qui ne sont pas liées à ce rapport. Ou en tout cas, on n'a pas de preuves, on n'a pas d'éléments. Il sous-entend dans la deuxième case que les personnes trans ne pourraient plus faire un certain nombre de choses depuis la sortie de ce rapport scientifique. Il ne nous dit pas lesquelles. Il explique que des personnes se seraient suicidées depuis suicider ou être tué, mais on imagine qu'il parle de suicide dans la troisième case depuis ce rapport. Encore une fois, où sont les chiffres, quelle est la source? Et il explique que le rapport serait à l'origine de passages à tabac envers les personnes trans. Voilà. Et donc la conclusion, ça serait qu'il ne faudrait pas sortir de rapports scientifiques liés à la transidentité, parce que la conséquence serait de la violence envers les personnes trans. Donc c'est déjà assez inquiétant comme manière de penser la science. Mais là, on parle aussi de conséquences concrètes sur la vie d'une femme. Il y a une femme qui explique que suite à des résultats scientifiques, à une étude scientifique qu'elle a menée, un rapport plutôt sur des études scientifiques dont elle a été la rédactrice, et il y a des conséquences concrètes sur sa vie où elle est menacée effectivement, concrètement, et donc qu'elle ne peut plus se déplacer dans les transports en commun. Donc c'est quand même assez inquiétant qu'une personne risque une violence physique pour avoir effectué un travail scientifique. Et on nous fait du whataboutisme en disant, à la fois du whataboutisme et à la fois du whataboutisme en disant bah ouais mais les personnes trans souffrent plus que toi, donc quel est le rapport, et rapport en question à causer de la violence sur les personnes trans sans qu'on puisse faire le lien entre la violence sur des actes de violence et ce rapport en question. Et même imaginons que des tarés aient utilisé ce rapport pour aller tabasser des personnes trans, ce sur quoi j'ai des petits doutes, ça légitimerait le fait de ne pas faire de recherche scientifique. Et enfin, dernière BD qui est sortie il y a 5 jours. Donc on voit le docteur Cass toujours qui est présenté comme une personne salique dans cette BD. On a un interlocuteur qui lui dit plus d'études sur les personnes trans, sur les soins des personnes trans.
Mais Dr Cass, vous avez des centaines d'entre elles qui proviennent de l'ensemble des pays du monde. Donc le Dr Cass, on lui fait répondre. Aucune d'elles n'a essayé de forcer les enfants trans à ne pas transitionner. Encore toujours cette logique de si on ne fait pas suivre un protocole de soins à des enfants, on les force à ne pas transitionner. Donc c'est l'idée de forcer dans ce contexte-là. Donc elles ne sont pas à mon goût. Son interlocuteur qui répond, mais ça va prendre des décennies de créer plus de recherches à long terme. Le Dr Cass, on lui fait répondre, ne t'inquiète pas, on a juste à mettre de côté les traitements jusqu'à là. On a l'interlocuteur qui répond, mais est-ce que c'est éthique? On a plein d'évidences qui sont déjà disponibles que sur le fait causerait du tort activement aux jeunes trans. Et là, on a le Dr Cass qui est représenté de manière extrêmement sadique, où il y a marqué Let's do it for science, avec ce truc des lunettes qu'on a dans les mangas ou dans les animés de manière générale, où les lunettes s'obscurcissent, où on a un reflet qui fait qu'on ne voit pas les yeux du méchant lorsqu'il sort quelque chose de particulièrement méchant. Donc voilà, donc faisons-le pour le bien de la science. Donc en fait, on fait croire, on met en place une discussion entre le Dr Cass et quelqu'un d'autre, où la personne explique que le fait d'attendre d'avoir plus de preuves avant de donner un traitement à des enfants va causer du tort à ces enfants-là, et où le Dr Cass répondrait oui, mais c'est pour le bien de la science, faisons-le avec une joie non dissimulée. Donc voilà pour ce créateur de contenu. Je voulais maintenant m'intéresser à plusieurs tweets concernant le fameux argument de 98% des études ont été mises de côté dans le rapport Cass. D'où vient ce chiffre qui a été largement repris sans source par pas mal de transactivistes et qui est repris là par ce créateur de contenu dans ses BD. Donc on a le docteur Weather, je pense que je le prononce mal, ça doit être Witter, je pense, bref, qui dit j'ai fait des recherches, enfin j'ai creusé un peu, et je pense que les 98% viennent de ce document de Transactual CIC. Donc elle nous link un article. Oui, c'est ça, c'est un article que j'avais lu dans la deuxième vidéo, enfin dans la vidéo partie 2. Elle nous met un extrait de cet article où elle souligne les premières conclusions de l'article se reposent sur une exclusion de 98% des preuves, sur l'efficacité des bloqueurs de puberté et des hormones, parce qu'il y a un manque de double aveugle. Et donc le docteur s'intéresse aux raisons qui leur font tenir ce genre de propos. Le rapport Cass révèle qu'il a mis de côté un grand nombre de preuves médicales qui viennent à la fois d'Angleterre et du monde entier. Sur 102 études sur les bloqueurs de puberté et les hormones, seulement 2 ont été inclus dans le rapport Cass. Donc là, c'est toujours le même article transactiviste qui nous affirme que parmi 102 études, seulement 2 ont été inclus. Donc déjà, quand on parle de pourcentage, quand on dit 90% de nanana, il faut que le pourcentage ne soit pas fait sur un panel de 100. Ça n'existe pas. On ne fait pas un pourcentage sur 100 données. Quand on fait des pourcentages, c'est pour des grands nombres de données, mais faire du pourcentage sur 102, ça n'a pas de sens. Déjà, première remarque. Ensuite, le même article nous dit « Il semble qu'un nombre de ces études ont été exclues parce qu'elles n'étaient pas en double aveugle. » Ce qui veut dire que les patients auraient dû ne pas être au courant de la médication qu'ils recevaient. Pour les hormones de sexe, pour la thérapie hormonale en particulier, ce type d'étude est impossible, puisque les personnes vont vite voir les conséquences physiques du traitement qu'elles prennent. Donc ça, c'est effectivement ce qui m'est venu en tête et ce que j'ai partagé avec... ça n'a pas de sens du double aveugle dans ce contexte-là. Ce qui m'a donné l'indication que très certainement ce chiffre était
était cheaté et enfin voilà, que ça sortait de nulle part. Alors voilà ce que nous dit le rapport CAS. Un total de 53 études ont rencontré les critères d'inclusion, donc déjà 53, pas 2. Le rapport le plus fréquent s'intéressait à la santé physique, aux résultats de la santé physique et au développement attendu de la puberté dans le genre identifié, et un petit nombre d'études s'est intéressé aux effets secondaires en relation avec la santé des os et la fertilité. Donc les deux critères dont on a parlé plus tôt. La qualité a été vérifiée sur une échelle standardisée. Il y avait une étude de haute qualité, 25 de qualité modérée et 24 de basse qualité, des études de basse qualité. Les études de basse qualité ont été exclues de la synthèse des résultats. Donc là, c'est sur 50 études. On n'a pas 98 études sur 102 qui ont été dégagées. On a en tout cas sur 50 études auxquelles s'intéresse ce paragraphe, 24 études considérées comme de basse qualité qui ont été dégagées. Et donc 26 qui ont été conservées. Et ensuite, pour s'intéresser aux raisons qui poussent les gens à dire que les études ont été écartées en raison du fait qu'elles n'étaient pas en double aveugle, on va s'intéresser à pourquoi ils ont prétendu ça. Donc là, on a le même docteur qui nous dit, si vous regardez dans les matériaux supplémentaires du rapport, vous pouvez voir les critères utilisés. C'est un Newcastle Ottawa Quality Scales qui a été adapté, qui est utilisé pour considérer la qualité des études de cohorte. Les études de cohorte sont des études d'observation qui, par définition, ne sont pas en double aveugle. Et en fait, on a considéré que ces études avaient été dégagées parce qu'elles n'étaient pas en double aveugle, alors que ça n'a pas été le cas. On a un tableau qui nous donne des indications sur ce qui est considéré comme des études de haute qualité, moyenne qualité ou basse qualité, mais le rapport CAS ne dit pas que les études ont été dégagées parce qu'elles n'étaient pas en double aveugle. C'est un homme de paille. Ça, je l'ai vu chez pas mal de transactivistes sur lesquels je suis tombée au hasard sur Twitter ou sur Thread. Des gens qui expliquent comment faire en sorte que leurs données ne soient pas utilisées dans le cas de recherche. Et donc du coup, ça semble contre-productif parce que si les personnes trans qui sont heureuses de leur transidentité ne veulent pas que leurs données soient exploitées, et ben, forcément, ça va laisser plus de place aux personnes qui regrettent leur transition dans les résultats de l'étude. Si toutes les personnes qui sont heureuses de leur transition sont retirées de la population duquel on peut s'intéresser aux résultats, ça semble contre-productif. Ça va aussi dans une logique où pour les transactivistes, les scientifiques sont les ennemis. Il y a un espèce de eux contre nous qui se met en place, et ils ne veulent pas que leurs données puissent permettre de tirer des conclusions sur les soins apportés aux personnes trans. Et enfin, le dernier document duquel on va s'intéresser dans cette vidéo, ça va être un long texte de J.K. Rowling. Et donc, pourquoi est-ce que ce texte de J.K. Rowling m'intéresse dans cette vidéo? Eh bien, on a essayé de répondre dans les deux vidéos précédentes aux propos du fou allié, qui explique que les critiques du genre, les féministes radicales, aideraient à la propagation des idées d'extrême droite. Il le dit dans pas mal de ses vidéos. Il l'a fait encore récemment dans 2 vidéos très récentes, là, d'il y a quelques jours. Au départ, j'étais partie pour le fait de regarder ces vidéos et de les commenter, mais il y a assez peu à en dire au final. C'est de la mauvaise foi qui se base sur un exemple, un seul exemple, d'ailleurs, qui est l'exemple qu'il prend
dans sa vidéo récente là, où il parle de Marguerite Stern. Il la cite pas, mais n'importe qui peut savoir qu'il parle d'elle, puisqu'il parle de ses tweets, et donc il y a juste à taper 2-3 mots-clés pour retomber dessus. Et donc il prend cet exemple unique, et en plus en ne la citant pas, son public pourrait, bon, les gens savent de qui il parle, hein, mais une personne un peu plus naïve pourrait ne pas se rendre compte qu'en fait c'est toujours le même exemple qui est pris, et que donc on n'a pas un nombre incroyable d'exemples de féministes radicales qui seraient d'extrême droite. Il y en a 2, certainement plus que 2, hein, mais je veux dire, c'est un cas individuel qui est pris comme preuve d'une affirmation. Et en fait, il se trouve que c'est ce à quoi répond de son côté J.K. Rowling. J.K. Rowling, bref, je prononce mal son nom, mais peu importe, dans ce texte. Donc elle dit ce commentaire, donc elle parle du commentaire qu'une personne a émis, résume parfaitement ce que les femmes de gauche ont pris aux hommes de gauche durant les dernières années. Le problème n'est pas que Julie Bendel et moi ayons raison ou pas sur les questions sur lesquelles on s'exprime, mais sur le fait que certaines personnes de droite sont d'accord avec nous. Et c'est exactement ça qui se passe dans le narratif du Foilier. La question qui le préoccupe dans les différentes vidéos dans lesquelles il fait passer les féministes radicales comme des facilitatrices de l'extrême droite, c'est pas la raison, c'est pas le fait qu'on ait raison ou pas sur les sujets qu'on aborde, c'est le fait qu'il y ait des hommes de droite qui, entre guillemets, soient d'accord avec nous. Ce qui n'est pas exactement le cas, on va le voir juste après. Si vous avez passé un peu de temps sur la politique de gauche, vous êtes familier avec, c'est une autre manière de dire, je pense, SJW, qu'utilise ici J.K. Rowling. Elle parle de Progressive Male Class Warrior, et ensuite elle va utiliser un acronyme PMCW. Mais du coup, ça va être comme SJW, je pense. Elle le décrit juste après. De manière habituelle, ce sont des personnes de classe moyenne qui s'intéressent à la question des femmes, à la question des droits des femmes. Ça commence et ça s'arrête avec l'exploitation sexuelle. Enfin, l'exploitation sexuelle, elle parle après de stripping, mais bon, c'est une autre forme d'exploitation sexuelle. Et les avortements. Il peut prétendre être un allié du féminisme et vaguement marmonner à propos de l'égalité si le besoin se fait sentir. Mais quand il y a une vraie attaque sur les droits des femmes, juste en dessous de son nez, il se débarrasse de la femme de gauche sans une seule pensée. Il attend de nous d'être tellement aveugles, d'être tellement communautaires, qu'on va abandonner les espaces réservés aux femmes, qu'on va utiliser le nouveau langage qui est utilisé pour nous décrire, qu'on va abandonner l'équité dans le sport, et qu'on va être d'accord avec les violeurs qui voudraient être enfermés dans les prisons pour femmes, et sur le fait que les lesbiennes sont des bigotes pour ne pas vouloir coucher avec les personnes qui ont des pénis. Parce que, quelle horreur! Certaines personnes à droite pensent également que ces choses ne sont pas souhaitables. Au cours des dernières années, un large nombre de social justice warriors, donc elle dit de PMCW, sont devenus des activistes des droits des hommes dans tout sauf dans le nom. Donc des social justice warriors ces dernières années sont devenus des MRA, des men's rights activists, dans tout leur comportement, sauf qu'ils n'en ont pas pris le nom. Et ça a été profondément déprimant. C'était pas totalement inattendu, hein. On a vu à quel point ils appréciaient hein, ces pensées-là. Et de la même manière qu'ils attaquent, et en même temps qu'ils attaquent les femmes pour se trouver sur certaines questions du même côté que les gens de droite, les SJW, elle appelle ça PMCW, ont rejoint l'équipe de ceux qui menacent les femmes
avec des viols et des violences, qui les agressent en convention, qui les harcèlent, qui essayent de bloquer l'accès aux événements critiques de genre et qui attaquent physiquement les femmes qui s'expriment. Donc là, dans cette moitié de paragraphe, J.K. Rowling met en évidence le fait que certains hommes, comme le Foilier, nous reprochent d'avoir des avis qui sont en partie partagés par l'extrême droite ou par la droite, pour des raisons différentes que nos raisons à nous. Et en même temps, eux, ils partagent des opinions sans que ça les fasse, sans que ça leur pose problème une seule seconde, qui sont les mêmes que les gens qui vont agresser les femmes aux manifs et en conférence. Mais ils peuvent dire non, non, mais ça je le dénonce, ça c'est pas, je suis pas d'accord avec ça. Par contre, nous, ça ferait de nous des hypocrites si on disait bah on n'est pas d'accord avec les idées droites, mais juste, il y a 2-3 trucs sur lesquels on se retrouve. On passe à la deuxième partie du paragraphe. Les Social Justice Warriors, les PMCW, sont partout en ligne. Ils font la leçon aux femmes sur le fait de ne pas accueillir les corps des hommes dans les vestiaires et dans les lieux qui accueillent les femmes victimes de viol. Ils s'arrogent le droit de polisser le langage et le ton des femmes et de devenir aveugle sur les statistiques de la violence sexuelle commise par les hommes qui pourraient contredire le narratif de vous êtes des sales bigotes et qui pourraient montrer que leur empathie profonde n'est réservée que pour ceux qui sont nés avec un pénis. La vérité, c'est que la gauche a chié dans la colle grandement sur l'idéologie de genre, et jusqu'à ce qu'elle assume son erreur, ça va continuer à permettre à la droite d'avoir des bons points, des points valides sur ses arguments. Et de plus en plus de Social Justice Warriors, de PMCW, le réalisent, et ils prennent un refuge honteux, dans les accusations que nous, les femmes qui critiquons les injustices de l'idéologie des identités de genre, on va dans le sens de l'extrême droite, qu'on permet la progression de l'extrême droite. Le fait que c'est eux qui ont fait ça, en refusant d'accepter qu'il y ait quelque chose de mal avec un mouvement qui causait de sérieux préjudices à des jeunes gens troublés, qui ont écrasé les droits des femmes et qui ont cherché à retirer les services basés sur le sexe aux plus vulnérables. Le sentiment de trahison des femmes de gauche envers les hommes comme Bragg prendra un long temps à disparaître si jamais c'est le cas. On a tous une satisfaction, toutes plutôt pour le coup, une satisfaction amère néanmoins, dans le fait qu'il y ait des preuves sur la misogynie des Social Justice Warriors, des PMCW, et sur leur complicité dans un problème qui est ouvert au public, à cause de leur rétropédalage paniqué et de leur tentative d'effacer leur culpabilité. Et c'est quelque chose d'intéressant à voir. Voilà, donc là, J.K. Rowling, encore une fois, un masterpiece de texte qui met vraiment en évidence l'hypocrisie des hommes qui se disent à gauche alors qu'ils embrassent des théories en réalité de droite qui causent du tort réel aux droits des femmes, tout en nous reprochant d'être en accord sur certains points et pour des raisons différentes avec des gens de droite, notamment sur les questions d'idéologie de genre.